un paquet de poudre noire, des tonnes de produits chimiques, une boîte à outils de magicien et un produit explosif. C'est sûr, ce n'est pas une fabrique comme les autres. Cette entreprise produit quelques-uns des plus beaux feux d'artifice au monde. C'est vraiment magique. Je n'ai pas d'autre mot. Quand j'étais gamin, je regardais leurs feux d'artifice et j'étais fasciné. Leur prochain spectacle est l'un des plus difficiles qu'ils n'aient jamais tenté. Il nécessitera 200 tables de tir, des kilomètres de câbles et 6000 feux d'artifice différents. Tous faits main. Entrez dans l'univers de l'entreprise australienne Howard & Sons et découvrez comment ils réussissent à illuminer la voûte étoilée. Si vous invitez ces gars à une fête, vous pouvez être sûr qu'elle finira en beauté. Andrew et Christian Howard sont la 4e génération de pyrotechniciens. Ils jouent un rôle moteur dans la célèbre entreprise familiale australienne Howard & Sons. Mon arrière-grand-père, Sidney Howard, a fondé l'entreprise en 1922. Aujourd'hui, Christian et moi, on perpétue la tradition. Ça fait 4 générations en 89 ans. Les Howard ont apporté leur touche personnelle à la recette familiale en demandant au concepteur de spectacle Stuart Bensley de les rejoindre. Un jour, j'ai décidé de me lancer. C'était il y a 11 ou 12 ans. Depuis le siège à Sydney, en Australie, ce trio explosif conçoit, crée et réalise près de 600 spectacles pyrotechniques de classe mondiale chaque année. Ce spectacle, c'était pour l'inauguration de la Grande Roue en Malaisie. Là, c'était pour la fête nationale en Australie. Là, pour le stade olympique de Sydney. Et ça, c'était pour les Jeux du Commonwealth à Melbourne. C'est un petit échantillon des 600 spectacles qu'on réalise en moyenne chaque année en Australie et dans le monde. On est pas mal occupés. Pendant qu'Andrew et Stuart se concentrent sur la conception de ces chefs-d'œuvre, Christian est chargé de donner du punch à ce spectacle. On a envie de repousser nos limites. On ne veut pas se contenter de la simplicité. On s'ennuierait vite. Christian Howard est l'alchimiste du groupe. Il crée sa magie à Wallerawang, une petite ville à une centaine de kilomètres à l'ouest de Sydney. En approchant de la fabrique, beaucoup pensent s'être trompés et avoir atterri dans une ferme. Et pour cause, cet ensemble de petits bâtiments dispersés sur ce site de 120 hectares ressemble plus à une exploitation laitière qu'à une fabrique d'explosifs. Même la population locale semble être dans le coup. Cette fabrique de feux d'artifice est semblable à celle que l'on trouve dans le monde entier. Et il y a une bonne raison à cela. La sécurité. Car sous ses apparences paisibles, c'est une fabrique explosive et innovante qui produit quelques-uns des plus beaux feux d'artifice de la planète. La fabrication des feux d'artifice n'a pas beaucoup changé depuis leur invention par les Chinois au Xe siècle. Mais au fil des années, les experts en pyrotechnique y ont ajouté leurs bottes secrètes. Et ils n'ont cessé d'impressionner le public depuis. C'est le mystère et la magie des feux d'artifice. Très peu de personnes dans le monde savent comment ça fonctionne. Les gens se demandent toujours comment on fait et ils attendent toujours la suite avec impatience. C'est vraiment magique. Je n'ai pas d'autre mot. Pour créer cette magie, il faut des années d'expérience.
un tempérament calme et une équipe d'experts. Voici notre équipe pyrotechnique. Ces génies de l'artifice pratiquent leur art dans de petites baraques vides qui ressemblent à des hangars. Ces bâtiments précaires rappellent l'antre d'un sorcier. Ici, il n'y a rien de sophistiqué, pas même d'électricité ni d'éclairage. Mais les murs gris métallisés compensent cette absence en réfléchissant la lumière naturelle. Ce qu'ils ont en revanche, c'est une porte de sortie. Le plus souvent, on essaie d'installer les machines près de cette porte. Comme ça, s'il y a un problème ou qu'on se fait surprendre, il suffit de pousser la porte et on est dehors. Mais on espère ne jamais avoir à l'utiliser. Aujourd'hui, il doit créer des effets pour les projectiles aériens. Les feux d'artifice suivent tous le même principe. Une mèche allume une charge qui propulse le projectile dans les airs. Au moment où le projectile s'élève, la charge allume un dispositif à retardement qui n'explosera que le moment voulu. Le moment venu, ce dispositif appelé espolette allume une autre charge qui fera éclater la coque externe et libérera tous les effets contenus dans le feu d'artifice. On peut produire des centaines d'effets différents dans toutes sortes de formes et de couleurs. Les étoiles sont l'un des ingrédients qui permettent de créer ces effets. Le verre joue souvent un rôle majeur dans les spectacles pyrotechniques. Pour obtenir la bonne nuance, Christiane utilise une vieille recette de famille. Je suis en train de préparer des étoiles de couleur vert électrique. Cette recette est dans notre famille depuis un bout de temps. L'héritage de cette famille remonte à plus d'un siècle. Howard & Sons fait partie des plus anciens fabricants de feux d'artifice d'Australie. Et l'entreprise a pas mal changé au fil des années. En 1967, l'Australie a commencé à interdire la vente de feux d'artifice au grand public. En 2009, l'interdiction s'est étendue à tout le pays. Cela signifie un arrêt de mort pour les fabricants de feux d'artifice. Quand l'interdiction est passée, ça a eu un gros impact sur notre entreprise. Avant, on était un gros distributeur de feux d'artifice, mais depuis que ce marché n'existe plus, on s'est très vite adapté pour devenir une entreprise de spectacles pyrotechniques. Et dans leur dernier spectacle, ils ont mis le paquet. L'équipe Howard va bientôt partir pratiquer sa magie au Canada, où elle participera à l'une des compétitions d'art pyrotechnique les plus féroces au monde. Le Festival annuel de Montréal, l'International des Feux. Ils rivaliseront avec des équipes venues d'Angleterre, des États-Unis, de Chine, de République tchèque, de France, d'Italie et du Canada. Ce n'est pas leur première participation. Howard & Sons a remporté le Jupiter d'argent en 2008 et ils veulent faire encore mieux. Pour cette nouvelle compétition, ils ont choisi le thème « Les couleurs de Kakadu ». Un spectacle qui illustrera les différentes saisons de ce célèbre parc australien. Quand le spectacle commencera, que les couleurs de Kakadu illumineront le ciel et que la musique inondera l'atmosphère,
Le public va vraiment se sentir comme dans le parc, assis au bord d'un lagon. On a créé un spectacle purement australien, mais sans tomber dans les clichés, parce qu'on n'est pas que le pays des kangourous. On a voulu adopter un point de vue unique tout en étant créatif. Le feu d'artifice se déroulera au rythme d'un orchestre jouant en direct. Mais être synchrone avec la musique ne sera pas le plus grand challenge. Le plus difficile sera de créer les feux d'artifice qui leur assureront la victoire. Pour cela, Stuart aura besoin de 6000 projectiles différents. Chacun fait main. Dans le hangar, l'équipe s'occupe des ingrédients clés du spectacle, les étoiles. Les étoiles sont de petites billes de poudre modestes, jusqu'à ce qu'elles soient propulsées dans les airs. C'est l'ingrédient de base des pyrotechniciens. Et comme dans toute grande recette, les ingrédients sont la clé du succès. Il faut ajouter les produits chimiques un par un, chacun ayant un rôle bien spécifique. Le perchlorate de potassium permet d'accélérer la combustion, comme si on versait de l'huile sur le feu. Un second oxydant, le nitrate de barium, améliore la combustion et permet d'obtenir ce verre si précieux. Puis, on ajoute un épice appelé le parlon. Le parlon, c'est du caoutchouc chloré. Ça permet de rehausser les couleurs. Ça va donner de l'éclat au vert. D'autres ingrédients secrets sont incorporés à la potion, ainsi que de la dextrine, un glucide naturel qui permet de lier le mélange. Sans ce liant, le feu d'artifice s'éteindrait rapidement et ne quitterait pas le sol. Tous ces ingrédients volatiles doivent absolument être contenus avec un stabilisant chimique. L'acide borique va servir de stabilisant pour que les éléments chimiques ne réagissent pas entre eux. À le regarder, cela semble facile, mais créer le mélange parfait demande un peu de génie et beaucoup de précautions. Car l'ingrédient de base de tout feu d'artifice, c'est la poudre noire. La poudre noire est très dangereuse à manipuler et extrêmement instable quand elle est conservée dans de mauvaises conditions. Ce site en abrite des tonnes. Il faut la manipuler avec beaucoup de respect, car la moindre erreur pourrait s'avérer fatale. Pour renforcer la sécurité, ces hangars de stockage sont conçus pour libérer l'explosion sans l'absorber. Pendant que les pyrotechniciens s'occupent des étoiles, Stuart se charge de la documentation sur Montréal. Le site de lancement sera divisé en plusieurs rampes encerclant un lac. Chaque feu d'artifice devra être dans la bonne position pour offrir une vue d'ensemble. Et c'est loin d'être évident vu le nombre de feux. Leur spectacle nécessite un conteneur de 12 mètres de long pour transporter pas moins de 4 km de câbles, plus de 200 tables de tir, 6000 dispositifs d'allumage et plus de 3 tonnes de feux d'artifice. C'est dingue. On va devoir gérer 6000 éléments qui devront tous être dans la bonne position, branchés au bon fil et pointant dans la bonne direction. Avant toute chose, le matériel devra parcourir près de 16 000 km. Il devra surtout arriver dans les temps et intact, comme pour un concert de rock. À Wallerawang, le pyrotechnicien Laurie Chu fabrique des fontaines pour le spectacle de Montréal. Les fontaines sont des feux d'artifice assez simples qui produisent un jet d'étincelles. Le jet dure le temps souhaité. Cette machine comprime les ingrédients chimiques dans un tube. La quantité d'ingrédients doit être extrêmement précise. Laurie utilise une méthode toute simple pour s'assurer que ces mesures sont exactes.
Quand il faut mettre 20 mesures, je trace un trait comme repère et je m'arrête là. La plupart du temps, je tombe dans le mille et la combustion est parfaite. La compression est capitale pour un résultat performant et sans danger. Si le mélange n'est pas assez comprimé, ça explosera. Alors il faut bien le tasser pour éviter que ça ne vous pète au visage. Ces tubes fournissent un contenant rigide, permettant d'entasser fermement les différentes couches de produits chimiques. Plus le mélange est compact, plus l'explosion sera importante. Seuls des matériaux et un travail de qualité pourront produire les plus beaux feux d'artifice. On ne pourrait pas avoir des tubes de meilleure qualité. Ils sont extrêmement fiables. Quand on voit d'autres tubes, il suffit de les toucher pour qu'ils tombent en morceaux. Quand on veut produire des feux de qualité, il faut que la qualité se retrouve à toutes les étapes de fabrication. Il faut de bons composés chimiques, de bonnes recettes, un bon équipement et de bons tuyaux. Si le tuyau n'est pas fiable, ce sera le maillon faible. Individuellement, les fontaines sont des feux d'artifice plutôt basiques. Mais tirés ensemble, l'effet est spectaculaire. Je vais faire des groupes de 8. Vous les verrez à Montréal. Loré utilise un tube pour maintenir les fontaines en place avant d'y ajouter une charge propulsive, aussi appelée chasse. C'est de la poudre noire. On va utiliser 25 à 30 grammes de poudre pour la charge propulsive. Il y ajoute une mèche. Puis, les fontaines sont emballées dans du papier et du scotch. Et voilà. Dans le hangar, les étoiles vertes sont presque terminées. Maintenant qu'on a bien mélangé le tout, on va pouvoir le mouiller. Mouiller le mélange permet de lier les ingrédients ensemble, comme quand on ajoute du liquide à une préparation pour gâteau. Sauf qu'ici, le choix du liquide est crucial. Si on ajoute de l'eau à un mélange à base de magnésium, il risque d'y avoir accumulation de chaleur et au moment où ils sécheront, les éléments risquent de brûler et de prendre feu. Alors on mélange l'eau avec de l'alcool dénaturé au méthanol pour éviter la combustion spontanée. Il est temps de faire un peu de magie. Leur baguette magique prend la forme d'une petite pompe. On va exercer manuellement une pression pour créer des petits cylindres. On va pousser les pistons vers l'avant, ça demande un peu de force. Et c'est comme ça qu'on obtient des billes de poudre et qu'on fabrique nos petites étoiles. Pendant que les pyrotechniciens forment les milliers d'étoiles pour le spectacle de Montréal, Andrew et Christian doivent s'occuper d'un autre événement. C'est un jour férié en Australie et pour célébrer l'anniversaire de la reine, un spectacle est donné en son honneur. Seule la moitié du processus de fabrication d'un spectacle pyrotechnique se déroule en usine. Le reste a lieu le jour même. Et dès qu'on a appuyé sur le bouton, on ne peut plus revenir en arrière. Petit ou grand, chaque spectacle bénéficie du meilleur traitement. La préparation est la clé du succès. Ça va sûrement nous prendre encore 6 ou 7 heures. Il nous reste ces 2 casiers à installer et il y en a 3 autres dans le fourgon. Il faut aussi qu'on monte ce panneau. Ensuite, il faudra relier tous les modules et faire des tests pour être sûr qu'on a tout. Les casiers contiennent des tubes appelés mortiers, qui contiennent eux-mêmes les feux d'artifice. Les mortiers ont remplacé le bâton sur lequel reposait la fusée traditionnelle. C'est le bâton qui lui donnait sa trajectoire. Aujourd'hui, les projectiles aériens, les bombes et les comètes sont placés au fond d'un mortier. C'est lui qui met les fusées dans la bonne direction, mais c'est aussi lui qui les lance. À la base, il y a de la poudre noire qui forme la charge propulsive. Une fois la mèche allumée, ça explose et ça produit une grosse quantité de gaz et d'énergie qui permettent de lancer le projectile dans les airs. Le spectacle commence dans quelques heures et le temps n'est pas de la partie.
Le vent, c'est ce qu'il y a de pire pour nous. Les projectiles, quant à eux, ne craignent pas trop l'eau dans leur plastique. Le temps est l'ennemi du pyrotechnicien. Ils vont devoir se préparer aux pluies d'été de Montréal. Le plus gros problème qu'on peut rencontrer lorsqu'on travaille sur un spectacle pyrotechnique, c'est la météo. Selon le temps qu'il fait, ça peut être un plaisir, comme ça peut devenir un enfer. Et qu'il pleuve ou qu'il gèle, il faut continuer à travailler parce qu'on a une date butoir et qu'on ne peut pas la rater. Il est loin le temps où il fallait allumer la mèche et courir. Aujourd'hui, tout est informatisé. La mèche est fixée à une table de tir qui est programmée pour lancer les projectiles les uns après les autres. Il suffit d'appuyer sur un bouton et le sort en est jeté. Ce spectacle de 15 minutes demande 5 heures d'installation et 20 tables de tir. Celui de Montréal nécessitera 5 jours d'installation et plus de 200 tables de tir. Le temps n'y met pas du sien, mais il ne gâche pas le spectacle pour autant. Il est temps de remballer et de retourner à la fabrique pour terminer les étoiles. Les étoiles sont prêtes pour la prochaine étape, le revêtement. Les billes sont recouvertes de poudre noire, une étape essentielle pour qu'elles puissent exploser. Puis, elles sont jetées par poignées dans une sorte de bétonnière où elles sont arrosées d'eau. Leur revêtement explosif prend forme. Elles roulent doucement dans la bétonnière. Ça permet d'enrober les billes de façon uniforme. Une fois enrobées de poudre, les étoiles doivent sécher car l'humidité diminue la puissance de tir. Encore une fois, cette étuve est plutôt rudimentaire. Ici, le chauffage se fait par le sol. Il y a de l'eau chaude qui coule sous le plancher et qui permet de réchauffer la pièce. Comme ça, pas d'électronique et aucun risque d'étincelle. Le concours de Montréal aura lieu dans à peine quelques semaines et les pyrotechniciens ont encore du pain sur la planche. Il est temps de transformer ces étoiles en véritables feux d'artifice. Première chose à déposer dans le tube, la charge propulsive. Ensuite, la mèche, ô combien importante. Et enfin, les ingrédients magiques. Ce sont les étoiles vertes qu'on vient de fabriquer. Plus que quelques manipulations et ces petites billes de poudre seront prêtes à enflammer le ciel de Montréal. Mais le travail n'est pas terminé. Il faut encore tester chaque nouveau lot. 3, 2, 1. Ici, j'ai installé une fontaine qui est censée durer 4 secondes. On va la transformer en bombe sifflante. Oui, la fontaine a bien duré 4 secondes, comme on le voulait. Et le jet est monté jusqu'à 3 mètres. Si ça lui convient, on va rester là-dessus. Christian est en train de tester sa propre fournée. Ce sont les étoiles qu'il vient de fabriquer. Elles ne peuvent pas être testées au sol. Vous voyez comme elles font? Elles tombent en miettes. Alors que si on la jette en l'air, on aura une belle traînée. Vous voyez? On ne pourrait pas avoir ces gouttelettes étincelantes si on l'avait laissée au sol. Il faut la balancer dans les airs pour voir ça. C'est comme ça qu'on crée des traînées argentées ou dorées. C'est un très bel effet.
Après des mois de préparation, le hangar de stockage est rempli de cartons contenant un vaste assortiment d'explosifs. Le prochain challenge sera de les faire quitter l'Australie pour le Canada. C'est la mission de Rachel Nicole de s'assurer que les feux d'artifice arrivent à Montréal dans les temps et intacts. Au niveau international, c'est l'un des plus gros défis que j'ai jamais eu à relever. Il risque d'y avoir des restrictions sur l'importation de certains produits et sur leur taille. Les feux d'artifice voyageront par bateau, tandis que l'équipe prendra l'avion. Mais il faudra d'abord affronter la douane. Depuis le 11 septembre, transporter la plus banale des marchandises est devenu très compliqué. Alors imaginez lorsqu'il s'agit de produits explosifs. J'ai été contrôlé 1 million de fois. Une année, je revenais de Darwin après un spectacle sur une péniche. J'avais pris une douche, je m'apprêtais à monter dans l'avion et j'avais une table de tir avec moi. Elle était un peu sale, c'était juste des résidus, mais ils ont quand même fait des prélèvements. Ils n'ont rien trouvé. Mais avant que les feux d'artifice n'arrivent au contrôle de sécurité, il y a bien d'autres choses qui peuvent mal tourner. La météo, la réglementation, la moindre coquille peut stopper le convoi. Au final, c'est le capitaine qui décide d'accepter ou non le conteneur sur son bateau. S'il pense qu'il y a le moindre risque, le conteneur peut très bien rester à quai. Si les feux d'artifice et l'équipe n'arrivent pas à temps à Montréal, le spectacle sera terminé avant même d'avoir commencé. Les feux d'artifice sont en route. Pendant ce temps, à Sydney, Stuart prépare un tout autre événement. Ce soir, c'est le dernier soir du Vivid Festival de Sydney. Et nous, on travaille sur l'installation Fire Dance, qui a lieu 15 fois par nuit. Là, c'est la 18e nuit. Ce spectacle change des feux d'artifice traditionnels. Toutes les heures, on présente 2 spectacles avec une musique et une chorégraphie différentes. On a des flammes qui s'élèvent jusqu'à 10 mètres du sol et qui font tout le tour de la baie au rythme de la musique. Ce spectacle donne à Stuart l'occasion de s'entraîner à réaliser certaines techniques sur l'eau dans les mêmes conditions qu'à Montréal. On a conçu ce système pour qu'il puisse être installé dans un environnement marin, là où il y a sans arrêt du vent, des vagues et où les ferries font des remous. Tout est conçu pour s'adapter à un terrain en mouvement. L'installation est sur l'eau depuis près d'1 mois. Elle a résisté à des vents de 40 nœuds et elle a survécu. Alors, on est assez content. Stuart a survécu au port de Sydney. Mais sa prochaine bataille sera l'une des plus importantes de sa carrière. Et le compte à rebours a lieu à 16 000 km de là, à Montréal. Le concours pyrotechnique le plus prestigieux du monde se déroule à La Ronde. Un parc d'attractions situé sur l'une des îles de Montréal, au beau milieu du fleuve Saint-Laurent. Ce concours est né en 1985 et cette année, c'est la 27e édition. C'est merveilleux. 7000 billets seulement sont vendus pour chaque spectacle. Mais des milliers de personnes se pressent dans le parc et sur le pont pour assister à l'événement. Le concours attire tellement de monde que la ville doit fermer des routes pour accueillir tous les visiteurs. Mais au final, un seul avis compte, celui des juges. Nous sommes mardi. L'équipe vient d'arriver sur le lieu de la compétition à Montréal. Et à leur grand soulagement, les feux d'artifice aussi. Enfin, la majeure partie.
Tout est arrivé à Montréal. C'est un bon début. On attend juste certains équipements qui ont servi pour un autre spectacle la semaine dernière et qui doivent arriver par avion demain. On est tous un peu fatigués du voyage. On a mis longtemps à arriver ici. Ils n'ont que 5 jours pour tout installer. Même une équipe locale aurait la pression. Mais pour l'équipe Howard, au stress s'ajoutent 24 heures de voyage et un décalage horaire de 16 heures. Après avoir travaillé aussi dur, Christian et son équipe n'assisteront même pas au spectacle en direct. Ils ont dû rester en Australie pour honorer leur carnet de commandes. Mais Stuart et Andrew ont fait venir leur équipe de choc. Shane, Mark et Jørgen sont des experts dans leur domaine. Mais ce spectacle est une première, même pour eux. Il faut avoir l'expérience des spectacles complexes. Notre spectacle ne ressemblera à aucun autre. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont déjà fait ça que j'ai fait venir Shane et Mark, mais parce que ce sont de véritables génies. Ils savent s'en tenir au plan et l'exécuter parfaitement. Première étape, préparer 6000 feux d'artifice. Ce n'est que le début et tout le monde est conscient de l'enjeu. Il y a toujours des imprévus. Même 2 heures avant le spectacle, on peut toujours se retrouver face à une boîte entière de câbles qui n'ont pas été étiquetés. Plein de câbles à ne plus savoir qu'en faire. Et là, on a la pression. Aujourd'hui, une autre pression apparaît. Comme le craignait Stuart, le temps est menaçant. Si un orage éclate, l'équipe devra déménager. Car la moindre étincelle pourrait déclencher le spectacle plus tôt que prévu. On arrête tout? Non. Sauf si l'orage arrive. Là, on se barre. Ok. Je prie pour qu'il pleuve. Mais la menace se dissipe et Andrew rappelle ses troupes à l'ordre. Pendant que Mark et Shane s'occupent des effets, Jørgen travaille sur les plateformes de tir. Celles-ci maintiennent les feux d'artifice dans la bonne position et les pointent dans la bonne direction. Mark et Shane vont les remplir avec les effets correspondants. Là, on est en train de connecter tous les tirs. On fabrique les supports, on place tous les tirs au bon endroit avec le bon angle. Pour ça, on se sert des étiquettes. Tout est écrit dessus. Il faut absolument que chaque tir soit branché dans le bon ordre. Les feux d'artifice sont numérotés et les chiffres s'envolent. 202 tables de tir, chacune reliée à 32 mèches qui déclencheront 6000 effets. C'est autant d'occasions de faire des erreurs. La préparation initiale a lieu hors site. Quand les plateformes de tir sont prêtes, on les installe sur les rampes. Les organisateurs de la compétition mettent à disposition des renforts pour aider les concurrents dans l'énorme tâche qui les attend. C'est ton cellulaire de job que je vais appeler, mais... Paul est le responsable. En général, quand on vient aider une équipe, le site doit être comme une plage. Propre, dégagé, on fait place nette, tout doit être clean. Sauf que cette année, une équipe monopolise déjà l'espace. Nous sommes mercredi et l'Italie est en position. Ce soir, elle va tenter de remporter la couronne. Sans accès aux rampes, l'équipe australienne n'a plus qu'une chose à faire, s'installer pour admirer le spectacle de ses concurrents. C'est un show à l'italienne. Le spectacle est époustouflant. Les anges et les démons livrent une bataille acharnée sous la voûte étoilée.
Le lendemain, il n'y a pas que la logistique qui préoccupe Andrew. Le résultat était magnifique. Leur spectacle n'avait pratiquement aucun défaut. Les Italiens ont mis la barre très haut. Il va falloir faire encore mieux. De toute façon, on ne maîtrise que notre spectacle, alors on va se concentrer là-dessus et faire tout notre possible pour qu'il soit parfait, en espérant que ça suffise pour remporter une médaille. Après un salut amical à leurs concurrents, il est temps de s'activer. Nous sommes jeudi, le temps presse. Il ne leur reste plus que quelques jours de préparation et ils viennent seulement d'accéder aux rampes. Première étape, tout nettoyer après le passage des Italiens et installer leur propre banquet pyrotechnique. Alors qu'Andrew supervise l'installation, Paul doit relever un autre défi. Il faut qu'on construise un ponton suffisamment large pour contenir l'orchestre. Il faudra vérifier que l'ancre est au bon endroit. Il faudra aussi prévoir les mouvements de la scène et des musiciens sur la scène. Plein de petits détails comme ça. Il faut aussi qu'on fasse une répétition générale. Bref, il reste encore beaucoup de travail. Les gens pensent qu'on a simplement posé l'orchestre là, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. À la fin de la journée, 2 rampes sur 4 sont pratiquement terminées. On a vérifié la rampe 1 et la rampe 4. On a réglé tous les petits problèmes, on a contrôlé tous les tirs et on a reconnecté ceux qui étaient mal branchés. On a tout testé, mais il nous manque 2-3 projectiles pour le spectacle. J'ai testé les 2 rampes, on va pouvoir passer à la 3e et à la 2e demain. On les termine, on les teste et ce sera prêt. Nous sommes vendredi. Il ne reste plus que 36 heures et l'équipe est littéralement sur le fil. Les derniers tirs sont en position et tous les câbles sont connectés. Mais les derniers préparatifs ont pris toute la journée. L'équipe n'a plus le temps de tester le système. Nous sommes samedi matin, c'est le jour J. Première mission de Stuart, vérifier que tout est relié entre les rampes et la régie. Voici le cœur des opérations. Mais il y a un problème. À mon avis, c'est un câble défectueux qui ne conduit pas le courant. Sur la rampe 1, on a peut-être un câble défectueux. Le test des transmissions est OK, mais pas celui de notre puissance de tir. Toujours hors service. Je pense qu'il s'agit d'un câble défectueux. Il y a un câble défectueux sur la rampe 3. C'est le pire cauchemar de Stuart. Il faut remplacer le câble sur la rampe 3. Ce problème va leur prendre tout le temps qui leur restait. On n'a pas assez de câbles, alors on va récupérer les canaux 1, 2, 3 et 4. On va tous les rassembler au centre et les faire revenir en ligne droite. On va essayer le premier, et puis on fera un test, et ainsi de suite. Si ça ne fonctionne pas, le spectacle sera terminé avant même d'avoir commencé. Stuart ne peut qu'attendre et espérer. Ils ont vérifié tout le reste avant ? Oui, tout est bon.
Ça a pris des heures, mais la régie est enfin prête. La puissance de feu est OK, c'est réparé. La journée est bien entamée. On aurait préféré ne pas perdre ces 3 heures. Au moins, leur autre crainte ne s'est pas réalisée. Heureusement, la météo est avec nous. Je dois dire que si on avait eu un temps humide ces 5 derniers jours, ça nous aurait grandement compliqué la tâche. On a vraiment eu de la chance sur ce point-là. À quelques heures du spectacle, je suis plutôt confiant. Tout le monde travaille d'arrache-pied, ils vont aussi vite qu'ils peuvent. Ils font tous du super boulot. Alors que le public et les juges prennent place, la course contre la montre n'est pas terminée. Ce sont 9 mois de préparation hors site et 5 jours d'installation qui vont bientôt partir en fumée. Il n'y a plus rien d'autre à faire qu'appuyer sur le bouton. 5, 4, 3, 2, 1. La création des pyrotechniciens embrase le ciel de Montréal. Pendant les 30 minutes de spectacle, l'équipe attend la réaction du public avec impatience. De l'Australie. C'est une standing ovation. Et beaucoup d'émotions. Je suis soulagé que ce soit terminé. Demain soir, je serai dans un avion de retour chez moi et après, je m'envolerai pour de nouvelles aventures. J'ai adoré. En tant que concepteur du spectacle, j'ai relevé plein de petits problèmes techniques. Mais bon, ça ne gâche pas mon plaisir. J'ai trouvé le show magnifique. Deux semaines plus tard, la grande nouvelle tombe enfin. L'équipe Howard pourra ajouter un nouveau trophée à sa collection. La récompense a été acceptée en son nom par des agents du consulat australien. Et cerise sur le gâteau, l'équipe a aussi remporté le prix de la meilleure musique. Ces artificiers ont atteint les étoiles et ont remporté une nouvelle récompense, prouvant une fois de plus que ce sont des experts incontournables dans leur domaine. Et bien sûr, il n'y a qu'une seule façon de fêter ça.